Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, une vidéo qui me tient plus qu'à cœur, elle me tient aux tripes je dirais, et pour ça je vous accueille dans un tout nouveau cadre. En effet, j'ai organisé une étagère spéciale Aiyazawa juste ici. Je vous laisse quand même admirer la beauté, voilà, donc nous avons Gokindro Vie de quartier, Je ne suis pas un ange, tous les nanas, la totalité totalement neuf et parfait, et enfin je me suis acheté récemment les Last Quarter que je n'ai jamais lus ainsi que les Paradise Kiss et je trouve que l'étagère est juste sublime. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je l'admire jour et nuit, sachez-le. Je me réveille le matin, je regarde, le soir je me couche, je regarde. Je suis fan de cette étagère, grandement fan. Pour le moment, je n'ai jamais lu Last Quarter et Paradise Kiss. En revanche, j'ai déjà lu Gokindro Vie de quartier et Je ne suis pas un ange. Ainsi, je vous en ferai peu à peu des vidéos, ne vous en faites pas. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur l'œuvre majeure de Aiyazawa, à savoir Nana, le grandiose manga dont j'ai déjà parlé au travers de 2 vidéos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Je vous les mettrai juste au-dessus dans le petit i. La première vidéo que j'ai faite, c'est vraiment de l'introduction. J'avais lu les 5 premiers tomes de Nana, je crois, et j'en avais fait une vidéo plutôt globale sur qu'est-ce que j'ai pensé de cette première lecture, qu'est-ce que j'ai ressenti, et ça a été d'ores et déjà mon manga coup de cœur, mon manga préféré. Donc cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus quant au contenu à proprement parler du manga, le contexte de création, si vous voulez en apprendre plus sur l'auteur, et simplement si vous voulez connaître mon avis précoce, on va dire, sur l'histoire avant que je lise la totalité des tomes. La deuxième vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, c'est un retour mi-lecture. Je crois que j'étais au 10e tome et j'avais envie de faire un point sur qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'imagine pour l'avenir de Nana. Également dans cette seconde vidéo, j'ai beaucoup parlé de l'animé, donc toute la partie sur ce que j'ai pensé de l'animé que j'ai vu en intégralité se retrouvera dans cette seconde vidéo. Ça me permettait de faire aussi une pause dans ma lecture pour pouvoir continuer à lire d'autres choses, regarder d'autres animés et entretenir ma chaîne YouTube et faire durer plus longtemps le plaisir de la lecture de Nana, qui s'est achevé, sachez-le, seulement hier soir, et j'ai vraiment travaillé ma vidéo depuis toute la nuit, oui, on peut se le dire, je suis littéralement fan. J'attendais vraiment de terminer l'œuvre pour pouvoir me nourrir des différentes théories, des différents blogs sur internet. J'avais extrêmement hâte et du coup j'ai laissé tomber le sommeil, et aujourd'hui je suis là pour vous faire part de tout ce que je ressens, de tout ce que je pense, de tout ce que j'ai appris et de tout ce que je vais confronter. Je ne compte pas répéter ce dont j'ai déjà parlé, ça serait beaucoup trop long. J'ai déjà suffisamment de choses à partager avec vous sur la fin de l'histoire, sur l'histoire même dans son intégralité. Ainsi, si vous êtes prêts, je vous propose de commencer juste après l'intro. Pour commencer, je tiens à faire une énorme alerte spoiler, je pense que vous l'aurez compris, mais dans cette vidéo je vais aborder le manga, la fin, donc vraiment tous les éléments qui seront un petit peu centraux dans l'histoire. Et si vous n'avez jamais abordé Nana, je vous déconseille fortement de rater un petit peu la surprise de le découvrir en regardant directement ma vidéo. Maintenant que l'alerte disclaim spoiler est terminée, je vous propose de commencer directement avec mon premier point, à savoir l'idée que notre position en tant que lecteur français avec une culture occidentale, européenne, elle est très largement différente des lecteurs japonais, et particulièrement il y a 20 ans. Les différences culturelles dans la manière de vivre notamment se creusent vraiment, sont marquées au travers de ce manga, et ça je m'en suis rendu compte en me renseignant beaucoup sur les mœurs de la vie quotidienne au Japon, à savoir les mariages, la question de l'avortement, de la tromperie, ce genre de choses par exemple, m'a permis de mieux comprendre certains points du manga avec lesquels je me disais mais comment ça peut exister d'accepter tout ça, comment est-ce qu'on peut ne même pas envisager l'avortement dans une telle situation, etc., etc. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Pour moi, c'est une grande qualité de Aiyazawa d'avoir su retranscrire et même peut-être dénoncer par là même des éléments culturels ancrés au Japon et dans les années 2000 et même un petit peu avant. Ces éléments que je vous évoque, c'est vraiment une façon de penser, de vivre, d'agir à l'ancienne entre guillemets pour nous français, et c'est des choses qui s'observent encore dans de nombreux pays mais qui ont su véritablement évoluer en France et qui donc en tant que lecteur peut davantage nous impacter, nous interroger et peut-être même nous frustrer. Pour moi, tous ces détails, toute cette retranscription fidèle, eh bien ça donne un aspect d'autant plus crédible au contexte et une histoire beaucoup plus vivante aussi. Pour vous illustrer un petit peu ces éléments que je ne fais qu'évoquer, par exemple, j'ai été très heurtée par la banalisation de la tromperie. On a quasiment tous les couples et notamment les hommes qui vont tromper leurs femmes. L'exclusivité n'est absolument pas respectée dans ce manga. Et c'est quelque chose qui m'a énormément surprise. Et en m'étant renseignée, je me suis rendu compte que c'était dans les mœurs au Japon, une fois marié, de potentiellement tromper sa femme.
que l'idée c'était pas vu, pas pris, et c'est carrément ce qui est illustré dans le manga. Également, et j'espère que vous partagez ce sentiment puisque c'était ma frustration la plus grande à la lecture de ce manga, je n'ai eu de cesse tout du long de me demander mais pourquoi Nana Komatsu ne part pas, pourquoi est-ce qu'elle ne quitte pas Takumi alors qu'en plus il y a de nombreux moments où on constate qu'elle ouvre les yeux sur la situation, elle pose des mots sur ce qui lui arrive, notamment elle dira à un moment « il m'a violée ». D'entendre ces mots, ça m'a terriblement soulagée. Je me suis dit enfin elle réalise ce qui se passe, enfin elle va changer les choses, elle va prendre des décisions, elle va s'en aller, elle va refuser d'être traitée ainsi. Mais non, vous le savez si vous avez lu les tomes, elle ne part pas, elle ne part même jamais a priori. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup posé problème, qui m'a beaucoup interrogée, et je pense que ça vient aussi du fait que dans notre culture c'est des choses qui sont très largement dénoncées. Attention, hein, je suis convaincue qu'au Japon aussi le viol est inacceptable, cependant au travers de mes recherches j'ai pu constater que au Japon, au sein des couples, il y a moins la dénonciation du viol conjugal, de manière générale bien sûr, et heureusement les mentalités évoluent depuis. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est le manque immense de communication entre le personnage de Nana et de Ren, également l'une de mes sources de frustration la plus totale, de me dire mais pourquoi simplement vous ne partagez pas vos pensées, vous ne trouvez pas des solutions, pourquoi vous ne communiquez pas. Et une fois de plus j'ai pu constater que ça faisait vraiment partie des mœurs au Japon, que la communication homme-femme au sein des couples et même la communication en société de manière générale était souvent passée sous forme de politesse, de bienséance. Et j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui vivaient ou qui avaient vécu au Japon qui disaient qu'en fait c'était très compliqué culturellement cet aspect là du manque de communication, puisque visiblement les Japonais sont éduqués à peu se confier sur ce qu'ils ressentent, à peu refuser les choses également, à peu finalement développer leur singularité, leur prise de position, leur caractère, donc quelque chose de plutôt carrément opposé à ce qu'on valorise en France, à ce qu'on encourage. Et au sein du couple Ren-Nana, je trouve qu'il n'y a pas, ou alors une très mauvaise communication. Les deux vont attendre de craquer pour évoquer des sujets qu'ils auront entassés pendant quelques temps, et surtout sans jamais discuter ultérieurement de leurs problèmes, sans jamais essayer de les solutionner, comme si finalement c'était tabou de communiquer, comme si c'était tabou de retirer cette fierté que les deux ont de manière très prégnante. Tout est toujours sous-entendu, peut-être compris, mais jamais réglé, et ça c'est quelque chose qui me rend dingue. C'était mon troisième et dernier exemple pour cette idée que le manga de Nana est très ancré dans la culture, la société, les mœurs japonais. Et pour moi c'est un avantage, c'est quelque chose de positif puisque c'est très intéressant pour nous de lire le manga, bien sûr en ayant en tête tous les éléments que je vous ai cités, qu'au début je ne comprenais pas, et en me renseignant un petit peu sur le Japon, le mode de vie, le mode de fonctionnement, et bien tout est beaucoup plus compréhensible on va dire et acceptable. Ensuite je vous dirais que Nana c'est tout sauf un shoujo idéalisant avec des protagonistes sensés qui font des choix logiques, motivés par leur bien-être. Pas du tout, ici on est sur un manga totalement destructeur où les personnages entretiennent des liens de dépendance affective très malsains les uns avec les autres. Ça c'est magistral pour moi parce que ça révèle vraiment de la vraie vie. Quand on lit Nana, on se sent dans un groupe de personnes, des vrais êtres humains, où tout est très compliqué en fait, où chaque décision on peut se dire bah, c'est la pire décision que tu peux prendre, et finalement il y a tellement d'enjeux derrière tout ça parce qu'on ne peut jamais être sûr de soi quand on prend une décision, parce qu'on n'a jamais une perception objective d'une situation, de personnes, de problèmes, parce que les affects, les émotions prennent souvent le pas, et également parce qu'il y a cet effet d'engrenage qui est vraiment très illustré par le manga. Parfois on sent qu'il n'est plus possible de s'en sortir, qu'il est déjà trop tard et donc on se laisse simplement porter par les événements. C'est vraiment illustré je trouve par le moment où Nana quitte Nobu et se retrouve avec Takumi et garde ce bébé. Je pense qu'il y a vraiment cet effet de bah c'est trop tard, l'engrenage est parti, autant me laisser porter. Peut-être que c'était simplement ma destinée. Il y a ce genre d'idées là, de croyances qui sont entretenues en prétextant sans cesse que l'on doit assumer ses choix, que l'on doit être forte. Et ça, moi, ça me donne simplement envie de rappeler bien fort et bien distinctement que rien n'est irréversible dans la vie, qu'on peut toujours revenir en arrière, qu'il y a toujours des solutions et qu'il faut essayer au maximum de ne pas se laisser happer par ces difficultés en se disant que les choses sont telles qu'elles sont. Là, en l'occurrence, Nana, elle aurait pu prendre une toute autre voie, un tout autre chemin de vie qui peut-être l'aurait rendue plus heureuse,
D'ailleurs j'ai relevé une phrase qu'elle dit: « Je ne serai pas heureuse tous les jours de ma vie, j'en ai conscience, mais parfois comme maintenant, ça va. » Et non, moi personnellement cette phrase elle m'a donné envie de lui dire mais pas du tout, il faut pas se résigner à ça. Tu peux être heureuse pas chaque jour de ta vie mais presque tous les jours si tu le décides. Si tu prends de bonnes décisions. J'ai été tellement pleine d'espoir, j'ai tellement imaginé que jamais elle finirait avec Takumi, que jusqu'à la fin, voir cette héroïne que j'aime tant dans cette situation que je trouvais ultra malsaine et s'embourber dedans, ça a vraiment été compliqué pour moi. J'aimerais d'ailleurs beaucoup savoir ce que vous avez ressenti en commentaire, n'hésitez pas hein, par rapport à Nana Komatsu et ce choix là de rester avec Takumi et de laisser tomber Nobu pour Takumi. J'espérais tellement qu'elle prendrait une décision pour elle, égoïstement, sans penser aux autres. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup idéalisé et comme je vous le dis ça ne va pas avec le propos du manga qui veut vraiment montrer la complexité de l'être humain et des choix de vie qui nous sont offerts et finalement le réalisme du manga repose complètement sur ça et avec du recul je réalise que c'était totalement prévisible puisque dès le début du manga on voit que les deux nanas et comme d'autres personnages je vous l'ai déjà dit sont dévorés par ce sentiment de dépendance affective, de dépendance à d'autres choses également. Ce sont des jeunes qui sont terriblement névrosés, qui ont des enfances compliquées avec des schémas et des croyances entretenues qui sont très destructrices. Et pour parler plus spécifiquement des héroïnes, les deux nanas, on sent que chacune d'elles souffre et qu'elles sont comme dans un destin inéluctable qui les rattrape sans cesse. Elles sont comme prises au piège, elles tentent de vivre avec leurs difficultés et bien souvent en les taisant d'ailleurs, en les passant sous de l'humour, sous des rêves. Devenir indépendante, entrer dans le monde du travail, essayer d'atteindre ses rêves. Tout ça c'est les débuts dans la vie adulte, les premiers moments lorsqu'on a 20 ans avec soi, à essayer de se comprendre, de se découvrir, de savoir de quoi on a envie, de quoi on est capable. C'est quelque chose qui m'a énormément plu puisque j'ai moi-même 20 ans, je me sens parfaitement en adéquation avec tout ce à quoi aspirent les nanas, tout ce qu'elles traversent également. On est totalement dans la même tranche d'âge et c'est aussi ce qui fait que j'ai autant apprécié cette lecture je pense. Et même si c'est une lecture qui restera gravée dans mon cœur pour toute ma vie, si je la relis dans 20 ans, je n'aurai certainement pas les mêmes sensations, les mêmes sentiments que j'ai aujourd'hui. J'aurai peut-être davantage de nostalgie. Là, je suis plutôt dans la compréhension, l'adéquation avec le manga. Mais passons, ce que je voulais dire, c'est que bien qu'on apprend que l'histoire se déroule en fait sur 1 an au total, tous ces tomes pour 1 an, personnellement ça me surprend énormément, je pensais que plus de temps était passé, mais en 1 an on sent quand même qu'ils sont aspirés par la vie adulte, notamment puisque Nana Komatsu s'éloigne de Junko et Kyosuke qui sont ses amis d'université, qu'elle se rapproche davantage des amis de Nana, qu'elle entretient évidemment ces relations là étant donné qu'elle les voit quasiment tous les jours pour le groupe. Il y a les aménagements en couple, les idées mariage, les premiers contrats de travail, les enfants, donc toutes ces notions qui font que on sent une chronologie, on sent une progression dans la vie au travers de cette lecture. Par ailleurs, j'ai noté que ce manga finalement n'est fait que de nostalgie. On a l'impression que l'histoire qui nous est contée par Nana, souvent Komatsu, parfois Ozaki, c'est les deux qui expriment leur amour ultime pour cette période où elles ont été colocataires, où elles ont tout partagé ensemble, leur quotidien, leurs difficultés et leurs moments de bonheur. Et dans le manga autour du tome 10, là à peu près au milieu, on sent que précipitamment leur relation elle ne tiendra plus qu'à un fil. Ce qu'on peut voir c'est qu'elles tiennent tellement à cette relation qu'elles vont tout faire pour la garder telle qu'elle. Elle ne pourra jamais rester comme elle a été dans les débuts quand elles étaient vraiment très soudées et colocataires. Mais je trouve qu'elles arrivent quand même au fur et à mesure de l'histoire à se ressouder, sans habiter ensemble, mais à retrouver leur proximité. Cependant, il y a un élément que je voulais vous partager, sur lequel j'ai mis une petite réserve. Pour moi, le moment où les deux nanas partagent des choses ensemble, vivent une vie de meilleure amie, peut-être d'âme sœur, on ne sait pas trop, mais en tout cas aussi liées, je trouve qu'il est trop peu exploité. Je trouve qu'en quelques tomes, on a une perspective de ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait, et que très rapidement, les péripéties proposées par l'auteur font que les deux nanas vont devoir prendre de la distance, commencer par se cacher des choses, ensuite déménager, ne plus se parler pendant un certain temps, une période que en tant que lectrice j'ai très mal vécue, mais je vous en parlerai un petit peu après. Je trouve que la plupart des mangas racontent en fait leur éloignement et je trouve ça plutôt regrettable, puisque ce qui est intéressant en tant que lecteur, c'est de voir la relation vraiment se construire avant de la voir potentiellement se déconstruire. C'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué, j'ai trouvé ça très précoce. Ça gêne un petit peu je pense la compréhension de pourquoi est-ce qu'elles le vivent si mal alors qu'elles ont partagé si peu de temps ensemble, bien qu'en réalité c'est toujours pareil, hein, les sentiments humains, on ne peut pas parler de temps. Une autre petite réserve que j'ai émise puisqu'on y est, c'est au niveau des dessins sur certaines pages, les pages qui illustrent en fait les chapitres. Souvent c'est à ce moment-là que l'auteur intègre des dessins un petit peu 3D
qui sortent totalement de son style graphique que j'adore plus que tout autre style graphique en manga. Ça fait un petit peu modélisé, 3D, jeux vidéo, je sais pas ce qu'on a essayé de nous donner au travers de ces illustrations, mais personnellement je n'y adhère pas du tout. Je trouve pas que ça va avec le style de Yazawa. Toujours sur mes aspects négatifs, je dirais que la confusion qu'on nous met un petit peu dans les pattes m'a gênée dans ma lecture, dans le sens où les personnages donc de Trapnest, de Blast, les amis de Nana Komatsu, Nana Ozaki et Komatsu elle-même, sont tous plus ou moins liés, soit des connaissances, soit des amis, soit des amants, soit des amoureuses, enfin vous aurez compris, ils sont tous étroitement liés, on le sait. C'est quelque chose qui doit être très complexe à faire, donc que je salue. J'adore l'idée que tous ensemble ils aient une relation, forment un manga et soit l'histoire de Nana. En revanche, je trouve qu'il y a un moment, surtout vers la fin du manga, où Yazawa en a abusé de cet effet là, à tel point que je ne savais plus vraiment dire qui est amoureux de qui est l'ex de qui est ensemble officiellement, officieusement, qui a couché avec qui. Il y a des moments j'étais perdue, j'étais confuse et je trouve que c'est dommage puisque c'est vraiment un manga qui fait réfléchir. C'est quelque chose que j'adore, cet aspect de narratrice de la part des nanas font que tout au long du manga on réfléchit, on s'interroge, on met en perspective ce qu'on a déjà lu, on essaye de faire des passerelles, en même temps on est aidé puisqu'il y a souvent des flashs dans le manga, des phrases qui reviennent, des images. C'est toute une construction, lire Nana, essayer de suivre. Et maintenant passons un petit peu au croustillant, je vais vous donner mon avis sur les personnages et j'attends avec envie et hâte que vous me donniez les vôtres en commentaire, donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose que vous aimeriez dire. Pour commencer, j'aimerais connaître votre avis sur le couple Nana et Nobu, puisque j'ai beaucoup vu tourner sur internet que cette histoire était de toute évidence impossible, que dès le début on le ressentait, la personnalité de Nobu serait proche de celle de Shoji et que donc la relation était vouée à l'échec. Cette idée-là, je la trouve pas insensée, mais par contre pour moi on ne peut pas nier que Shoji et Nobu, bien qu'ils aient peut-être des points de similitude, sont quand même deux personnes distinctes, différentes et que Nana vit une relation différente avec chacun d'eux. Tout ça pour vous dire que personnellement la relation de Nobu et de Nana Komatsu, j'y croyais, je la trouvais belle, je la trouvais crédible, malgré le fait que malheureusement Nana Komatsu aime, j'ai l'impression, tout le monde, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Il y a vraiment ce côté chez elle de tu m'aimes pas, bon bah c'est pas grave, d'un coup j'aime lui, elle passe du coq à l'âne. Et donc on a du mal à croire en la sincérité de ses sentiments. Et pour le coup c'est quelque chose qui a été répété avec Nobu et Takumi. Elle est passée vraiment du coq à l'âne à dire qu'elle aimait Takumi alors que la veille elle aimait Nobu. Ça illustre le côté perdu de ce personnage qui est totalement pour moi incapable de voir clair dans sa vie et de savoir concrètement de quoi elle a envie. J'ai davantage la sensation qu'elle se dit les choses sont ainsi, alors j'aime cette personne, c'est ma décision, mais finalement sa décision elle ne l'a pas prise, elle s'est simplement laissée porter vers la seule personne qui l'avait au moment où elle était le plus mal, entre guillemets rassurée, ou du moins qui avait pris les choses en main en lui disant je vais m'en occuper. Mais ça m'énerve puisque ce n'est pas elle qui a pris une décision, c'est vraiment Takumi qui a choisi pour elle et elle qui a dit oui 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 oui. Ah, trop dur, trop dur. La relation Nana et Takumi maintenant, vous allez peut-être me trouver très sévère, mais moi je déteste Takumi, je trouve qu'il est misogyne, qu'il est méchant, qu'il a un côté, bon ça c'est certain, qui est très malsain, très dangereux et qu'il ne mérite absolument pas l'immense naïveté et amour que lui offre Nana Komatsu. Mais soit, c'est son choix et j'ai appris à le comprendre au fur et à mesure des tomes, en découvrant aussi ce qu'elle a comme problématique et ce que ça lui apporte finalement cette vie de famille pour son harmonie, sa paix intérieure. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de Takumi. C'est vrai que dans la petite histoire bonus où on apprend à découvrir vraiment son enfance et notamment sa relation avec Leila, on comprend qu'il a une part sombre, une part difficile due à son enfance, à son vécu. On sent aussi que c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, c'est-à-dire qu'il a quand même conscience qu'il est loin d'être une personne bien, qu'il a des actes très mauvais, il a conscience de son côté malsain, son côté sombre, et ça le rend un petit peu plus appréciable. Je sais pas trop comment on peut le qualifier ce mec, mais il y a une ambivalence qui est certaine autour du personnage de Takumi, et du coup ça rend leur relation de couple assez énigmatique. Pour moi Takumi il aime Leila, je pense que c'est dit, redit, re-sous-entendu au travers des mangas. On sent qu'avec elle il a un lien très fort, un petit peu comparable à celui que les nanas ont entre elles quelque part,
c'est-à-dire un lien presque fraternel, même si on ne peut pas forcément mettre de mots dessus, ça surplombe ce qu'il ressent pour Nana Komatsu, ça pour moi c'est assez évident. En parlant de la relation entre les deux nanas, je me suis au début de ma lecture surtout beaucoup questionnée sur la nature de leur relation. Voilà, j'avais envie de savoir si c'était des âmes sœurs, de l'amour, et si simplement il y avait la barrière du fait que ce soit deux filles et que peut-être à l'époque elles ne se soient même pas envisagées pouvoir aimer une fille amoureusement parlant et surtout être en couple, engager une vie de couple avec une femme. Toutes ces questions-là, je les ai maturées dans mon esprit et j'ai donné une conclusion, la mienne, ce que moi je pense dans l'une de mes anciennes vidéos que je vous mettrai dans le petit de nouveau. Je ne vais pas revenir dessus, mais n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Mon avis de toute évidence, jusqu'à la fin du manga, n'a pas changé. Je me suis arrêtée sur cette réflexion et je pense que ce sera la mienne. Un petit mot également sur le personnage de Shin. C'est un perso que je trouve extrêmement beau physiquement. C'est un personnage que je trouve aussi très touchant. J'aimais beaucoup sa relation avec Leila, je suis un peu triste de voir comment ça s'est terminé. En fait, je déplore un peu que les couples dans Nana nous font croire, entre guillemets, en tant que lecteur, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, qu'ils s'aiment et que ça va être eux, quoi. Et au final, ils passent du coq à l'âne un petit peu tous, se découvrant des sentiments, en fait, ah mais oui... Et du coup ça fausse absolument tous les calculs, enfin moi personnellement ça me trouble beaucoup et pourtant je ne suis pas partisante à tout prix de l'amour exclusif, mais je pense quand même qu'avec chaque personne on a des sentiments différents et là j'ai l'impression que l'histoire mélange un petit peu tout. Encore une fois on revient à la confusion que j'évoquais précédemment. Également je trouve que le personnage de Shin il est très touchant puisqu'il se prostitue, c'est quelque chose qui est très atypique. Moi j'en avais même jamais entendu parler. Un homme qui se prostitue, un jeune garçon, pour subvenir à ses besoins, en plus de ça pour survivre. Donc une histoire très touchante et un personnage que je porte vraiment dans mon cœur. Un petit mot sur le personnage de Leila peut-être. C'est un personnage que j'aime beaucoup et pourtant je pense qu'elle doit avoir son lot de détracteurs, Leila, parce que c'est un peu celle qui fout la merde entre les personnages principaux malgré elle. Mais elle a quelque chose de magnifique je trouve en elle. Elle est la source d'admiration de beaucoup de personnages de l'histoire et je pense que c'est pas pour rien. Je la vois avec beaucoup de charme, avec quelque chose de pur, donc Leila je l'aime beaucoup. Par rapport au personnage de Naoki, je sais pas ce que vous en pensez mais on ne le voit jamais, on ne sait rien de lui. Il y a une petite histoire je crois bonus qui lui est réservée, mais hormis ça c'est un personnage fantôme. Vraiment Naoki je trouve qu'ils l'ont pas respecté dans l'histoire en ce sens où chacun prend vraiment une place, même sans forcément être en couple. Mais Naoki il est vraiment exclu. Il a pas tant de liens avec les autres, on ne parle jamais de lui. Dans les scènes où ils sont tous ensemble, on le voit un petit peu en fond, il dit 2-3 phrases. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi chaque personnage est aussi détaillé, aussi lié, et que ce ne soit pas le cas de Naoki qui pourtant fait quand même partie du groupe Trap Nest. Pour vous dire maintenant quelques mots sur le personnage de Ren, sachez que c'est l'un des personnages qui compte le moins pour moi, avec lequel j'ai le moins d'attache on va dire. Je pense que la présence de Ren est justifiée par le lien évidemment qu'il a avec Nana, mais j'ai trouvé que ce personnage on ne le connaissait pas vraiment en réalité, pourtant on le voit quand même assez souvent dans le manga. Mais j'ai pas la sensation d'avoir eu assez d'éléments pour m'attacher à lui, ou alors simplement c'est un personnage avec qui entre guillemets, j'ai pas ressenti tant ce feeling. Je l'ai trouvé très touchant avec Nana, j'ai trouvé très bien qu'il ne la trompe pas, j'ai trouvé très bien qu'au travers du personnage de Ren on puisse aborder des addictions notamment à la drogue, mais voilà, ce n'est pas l'un de mes personnages préférés. Ce que j'ai beaucoup aimé vis-à-vis de Ren, c'est vraiment le moment où avec Nana Komatsu ils échangent quant au prénom de son bébé. Ça c'est vraiment l'échange où j'ai été touchée par Ren. Quand il trouve le prénom de Satsuki. En Ren, il y a également les amis de Nana Komatsu, à savoir Kyosuke et Junko. Kyosuke, bon, on n'a que des bons éléments sur lui, c'est quelqu'un d'appréciable. C'est un personnage que j'aime, même si c'est vrai qu'il apporte pas grand chose à l'histoire. Cependant, Junko, c'est un personnage avec lequel j'ai toujours eu un peu de mal. Parce que pour moi, certes, elle a été franche, surtout au début du manga, là où on la voyait avec Nana Komatsu. Mais au-delà d'être franche, je la trouve un petit peu méchante avec elle, parfois rabaissante. J'ai pas l'impression qu'elle se comporte tant comme une amie. Faire toujours ressentir à l'autre que c'est un fardeau, c'est rigolo 2 minutes, mais moi personnellement c'est pas le genre d'humour que je ferais avec mes amis, que je trouve valorisant. Et à l'inverse, à des moments où Nana Komatsu fait de mauvais choix pour moi et que la seule qui conteste un petit peu ça par moment c'est Nana, et bien Junko elle va adhérer. Alors vous me direz, elle n'est pas au courant de ce qui se passe à proprement parler, de qui vraiment est Takumi, etc. Mais voilà, je porte pas vraiment ce personnage dans mon cœur et je vais vous dire une anecdote, c'est vraiment l'ironie du sort. Après avoir lu tous les tomes de Nana, grande fan que je suis allée faire les quiz là sur internet pour savoir quel personnage je suis. J'ai fait un quiz, non mais vous savez pas sur qui je suis tombée, Junko. 2 quiz, Junko. 3 quiz, alors que je crois qu'il y en a que 3 en plus, j'en ai fait que 3 en tout cas, Junko. Donc là vraiment,
et laisse tomber, en fait je suis Junko. Dans tous ces magnifiques personnages, moi je me dis bon, moi je me rapproche le plus de Nana Komatsu. Eh bien non, je suis Junko, je suis cette vieille pute là. Sérieusement, j'étais déçue. D'autant que le test me donnait, vous êtes comme 1% des participants Junko. Ça veut dire qu'il y a vraiment personne qui est Junko et ça tombe sur moi et 3 fois de suite, donc je crois que c'est pas trop du hasard. Donc voilà, je suis dépitée. Bien, passons à la suite. Donc j'ai noté également que dans mon fort intérieur, le manga Nana, vous le savez, surplombe vraiment tous les autres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Cependant, pendant longtemps, j'ai eu des difficultés à identifier, à mettre le doigt vraiment sur le pourquoi, du comment. Et à présent, je pense pouvoir vous dire que la magie de Nana réside selon moi dans le fait que ce manga est millimétré. Il est conçu avec une énorme intelligence, on a des personnages qui ont des histoires qui se croisent, qui s'entremêlent comme on l'a dit précédemment, en allant du groupe de Trap Nest à Blast, aux amis de Nana Komatsu, en passant par Yori et Mie. Effectivement, les deux nanas sont les héroïnes, mais l'auteur arrive vraiment à faire en sorte que chaque personnage qui gravite dans leur vie arrive à devenir lui aussi l'un des personnages principaux de Nana. Donc j'ai noté qu'on suit presque plus une grande bande d'amis finalement que les deux nanas strictement. C'est indéniable, je pense que le succès de Nana il repose sur le drama, c'est vraiment des mangas où on a beaucoup de rebondissements, des rebondissements inattendus, très ingénieux, auxquels on n'aurait jamais pensé et successivement, c'est-à-dire tout le temps. Nana c'est un manga qui traite les thématiques les plus extrêmes, les thématiques les plus terribles, comme le viol, l'abandon, la dépendance affective, la dépendance à la drogue, les fugues, les prostitutions, les abandons familiaux et j'en passe. Je dirais également que les genres sont très bien mêlés, on a énormément d'humour, beaucoup de comédie, mais il y a aussi des aspects, comme je l'ai dit, très dramatiques et même un univers un petit peu policier, puisque tout au long des lectures on essaye de comprendre grâce aux narratrices eh bien, ce qu'il a pu se passer à la fin. On a des petits éléments qui nous sont glissés petit à petit, mais jamais suffisamment pour qu'on puisse évidemment se douter de ce qui va se passer. On a simplement un puzzle à construire et jusqu'à la fin c'est impossible de savoir, mais on peut avoir des pistes. Et en ce sens pour moi ça ressemble un petit peu à du policier, à du thriller, mais plus du policier quand même. Et c'est magistral d'arriver à mettre tous ces éléments, tous ces genres dans un même manga. On l'a dit précédemment, les personnages sont complexes et c'est pour ça que selon moi, Yazawa elle arrive à pousser le genre du shoujo à quelque chose de beaucoup plus soutenu, un petit peu comme peut-être du josei ou du seinen plutôt. Parallèlement à ça, on a deux héroïnes qui sont totalement différentes mais qui se complètent tout à fait. On parle de rêve dans Nana, du rêve le plus irréaliste, être une star célèbre qui réussit dans le monde de la chanson pour le coup, au rêve le plus classique si je puis dire, être femme au foyer, avoir un mari, avoir ses enfants. Donc une véritable force pour moi d'arriver à combiner tous ces univers tellement différents pour faire une histoire très harmonieuse avec des personnages qui malgré tout partagent beaucoup de choses. Il faut pas oublier non plus que les deux nanas initialement viennent de milieux sociaux qui sont très différents, ont une vie de famille totalement aux antipodes et pour autant c'est comme si elles ne faisaient qu'un. Ce manga nous parle de vie, on parle de famille, d'émancipation, d'amitié, d'amour, de choix, de décisions fondamentales qui vont façonner la vie qu'on aura. Donc je qualifierais Nana comme un manga de vie qui nous fait vivre avec lui. Pour les éléments qui font que Nana c'est magistral, je n'en parle pas assez, mais vraiment tout l'aspect graphique au-delà du contenu, ce qui supporte l'histoire, c'est magnifique, c'est unique. Il y a également toutes les histoires bonus, tout ce que nous offre Yazawa en plus du manga strictement. Yazawa fait parler ses personnages au lecteur directement, comme si les personnages avaient conscience d'être dans un manga. Et ça c'est quelque chose qui est très peu exploité, que j'ai très peu vu et que j'adore. Ça crée tout de suite une complicité avec les personnages du manga. Il s'adresse à nous en disant mais les lecteurs vont penser ça. Enfin voilà, dans le manga de temps en temps il y a des petits éléments comme ceci qui reviennent dans les bonus qui s'appellent la pièce de Junko. On retrouve également des personnages de Paradise Kiss, de Last Quarter. Je trouve ça fantastique personnellement, ça c'est une force incommensurable de Yazawa. Elle arrive vraiment à créer de ces personnages comme un monde dans lequel ils sont tous. Et d'ailleurs c'est un immeuble dans les bonus où à chaque étage il y aurait les personnages d'une histoire de Yazawa. Et donc elle a créé une communauté, on va dire ce qu'elle appelle la Yazawa Family. Vraiment, je tiens à souligner que cet aspect comme ça où on ignore ce qui va arriver à Nana Ozaki tout en sachant qu'il lui arrive quelque chose tout au long du manga. En tant que mangaka, c'est quelque chose de vraiment admirable puisqu'elle a réussi à capter ce qui plaît au lecteur, ce qui tient le lecteur en haleine. Et c'est vrai que jusqu'au bout, je pense qu'on a tout un chacun envie de connaître ce qui se passe à la fin, d'autant qu'on est, je pense, tous assez admiratifs du personnage de Nana Ozaki. J'ai l'impression qu'elle a un fan club immense.
que tout le monde aime Nana Ozaki du moment qu'on aime le manga Nana. Pour vous communiquer mon avis sur elle, c'est moi aussi un personnage que j'aime énormément, qui me touche beaucoup, qui je trouve amène véritablement quelque chose au manga, c'est-à-dire que sans elle ça serait absolument pas la même chose. Elle a beaucoup d'humour. Elle a des expressions qui sont siennes. Elle a aussi une personnalité très intéressante parce qu'elle peut être à la fois très cash, très dure, très dans un humour noir, ce genre de choses là. Et à côté elle peut être très douce et profondément sensible et touchante et attachante. J'aime beaucoup Nana Ozaki, vous l'aurez compris. Et c'est la représentation de la femme forte pour moi qui se bat pour ses idéaux. Elle fume, elle ne veut pas d'enfant, elle veut faire le métier de ses rêves, elle pense à elle avant tout, bien qu'elle a ses propres difficultés. Ce sont des idées que je partage, que je défends et que j'encourage vraiment. Pour ce qui est du personnage de Nana Komatsu, tant qu'on y est, je ne saurais vous l'expliquer, mais j'ai un attachement très particulier à elle. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, je la trouve très touchante, je trouve qu'elle a de très belles qualités, même si effectivement j'ai été critique envers elle à certains moments du manga particulièrement. Il y a eu des moments où j'ai douté d'elle, je me suis dit est-ce que vraiment elle est niaise à ce point-là? Et honnêtement je pense qu'il ne s'agit pas de niaiserie ou de naïveté, je pense que c'est aussi une femme forte. C'est aussi quelqu'un qui fait ses choix, même si d'apparence ça n'en a pas l'air. Je pense que dès le début, elle voulait la vie qu'elle a. Et cet amour qu'elle partage entre elles et le fait que Nana Komatsu dit à la toute fin au tome 21, tant que Nana n'est pas là, rien ne peut commencer. Donc jusqu'à la fin, on voit qu'elle entretient ce désir de ne jamais se séparer d'elle. Et si elles le sont, alors elle souffre profondément. Et c'est comme si sa vie était en stand-by. Et je suis prête à parier que du côté de Nana Ozaki, les mêmes pensées fusent. Finalement, toute cette finesse, ce travail de précision, sous couvert d'un manga très humoristique, très good vibes, très simpliste, et bien c'est exactement ce qui qualifie pour moi un bon artiste, c'est pouvoir nous offrir un travail d'une si grande qualité, aussi méticuleux et qui est demandeur de beaucoup d'investissement sans qu'il n'y paraisse rien. C'est vraiment pour moi ce qui qualifie un artiste, et pour avoir été danseuse, je sais de quoi je parle puisque j'ai toujours appris que le fait d'être talentueux, c'était d'être extrêmement bosseur, extrêmement doué, avoir une technique physique incroyable et pouvoir danser de petites choses comme de très très grandes sans montrer la difficulté, comme si tout était fluide, comme si tout était facile pour nous. Pour moi c'est donc ça ce qui fait que ce manga a une si grande renommée et qu'il soit aussi magistral. Pour vous parler un petit peu du cheminement de ma lecture, je dirais que au début j'ai vraiment adoré les premiers tomes, j'ai eu un coup de cœur. D'ailleurs c'est ce que je vous partageais au travers de ma vidéo il y a quelques mois. L'histoire débutait, les deux nanas se sont rencontrées après qu'on connaisse un petit peu leur vie indépendamment l'une de l'autre. J'avais aussi espoir que puisse naître une relation amoureuse entre elles, puisque je sentais que c'était ce qu'il se passait. Finalement les choses ne se sont pas faites ainsi, mais on revient encore à ce que je disais au début de la vidéo. J'ai tendance en tant que lectrice à idéaliser l'avenir de l'histoire, et au final l'histoire de Nana, c'est justement de ne pas idéaliser la vie. Tout n'est pas si simple, c'est ce que j'ai compris. Pour le moment que j'ai le moins aimé, on va dire, c'est vraiment au cours de la lecture, comme je vous l'ai dit, la période où Hachi a choisi Takumi et du coup qu'elle a laissé Nobu, elle a laissé Nana et elle est partie un petit peu se faire enfermer à double tour par l'autre. C'est une période où le manga perdait son sens pour moi, j'étais déçue. Je ressentais aussi du désespoir en fait parce que le temps passait, les choses restaient telles quelles, les groupes se scindaient, les deux nanas n'avaient plus leur proximité. Et j'ai vraiment flippé en voyant le moment où leur lien à tous allait se dégrader vis-à-vis de Nana Komatsu, qu'elle allait se séparer du reste du groupe, donc de ses amis, de Nana, et que l'histoire allait d'autant plus lancer des vagues de nostalgie, jusqu'à ce qu'il arrive un truc à Nana et que des années plus tard elle pense encore à elle alors qu'elle se parle de moins en moins et même plus du tout à un moment donné. J'ai vraiment eu peur que ça se passe comme ça. Dieu soit loué, elles arrivent à se reconnecter, à repartager des choses ensemble plus ou moins comme avant. Vraiment cette période comme ça où quand Nana venait, il fallait que Nobu s'en aille parce que c'était gênant pour Takumi, ça c'était très difficile à lire pour moi et j'ai vraiment, comme je vous le dis encore une fois, eu peur. N'hésitez pas à me donner votre expérience avec ce moment-là du manga, ça m'intéresse vraiment. Et maintenant on passe, on va dire, au clou du spectacle, en tout cas au moment que vous attendez sûrement. Je vais vous donner mon retour sur la fin du manga, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors étonnamment, j'ai l'impression d'être à contre-courant de la plupart des commentaires sur les blogs que j'ai pu lire autour de Nana. Moi je suis globalement contente, même très contente de la fin, on est d'accord, qui nous est offert avec le tome 21 et même les quelques tomes qui précèdent. Je craignais vraiment que la fin soit ni amorcée ni aboutie.
puisqu'on le sait, on n'a pas tous les tomes. D'ailleurs, je pense que vous le savez si vous êtes fan, Yazawa donne une interview en juillet. Je pense qu'on attend tous la question de est-ce que voilà, vous allez terminer Nana un jour. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. Personnellement, ça m'étonnerait. Vraiment, ça m'étonnerait qu'un jour on ait une fin. Et je préfère me dire ça aussi parce que je voudrais pas nourrir de l'espoir pour au final être déçue. Tandis que si je n'en nourris pas et qu'elle écrit une fin, je pense que je vais être dans tous mes états. Mais espérons, croisons les doigts, je croise les doigts pour vous tous, ceux qui, de toute évidence, n'ont pas l'impression que c'était la fin, n'ont pas l'impression que le manga devait s'arrêter ainsi et sont profondément heurtés. Je peux complètement le comprendre, hein, je pense qu'on a tous notre ressenti. J'ai vraiment la sensation que la fin pourrait être comme ça, que ça pourrait être volontairement un arrêt, laissant finalement ce qu'on appelle une fin ouverte. On a quand même suffisamment d'éléments pour se représenter ce que va être la fin de l'histoire, pour savoir où est-ce qu'on va avec les personnages, et en même temps on n'en a pas suffisamment pour avoir tous le même avis, pour tous envisager la fin de la même manière. Et je trouve que ça va très bien au manga, je trouve que ça correspond à l'histoire, à Yazawa, aux propos. Et je trouve que l'auteur aurait pu s'arrêter ici pour son histoire, bien que dans mon idéal, le plus idéal, j'aurais pensé à 1-2 tomes de plus pour vraiment clôturer l'histoire un petit peu mieux. On sent que là c'est quand même dans la précipitation et surtout sur un élément très triste, assez dramatique. Le plus triste en fait de toute l'histoire de Nana. C'est peut-être un peu dommage de s'arrêter sur cet élément. En même temps, quand je vous dis que ça correspond, c'est parce que je trouve que tout le manga c'est une course à la perte. Je trouve que les personnages vont dans des schémas de plus en plus dangereux, ont un mode de vie qui part de plus en plus en vrille, notamment Ren, hein. Et c'est comme si c'était une fin inéluctable où les éléments se précipitaient de plus en plus, et un jour, évidemment, il y a une catastrophe. Je pense que ça aurait pu être aussi Nana Ozaki et non pas Ren, mais vous vous doutez que je suis quand même relativement contente que ça n'ait pas été un personnage avec lequel j'ai un lien très fort, comme Yazu par exemple. Yazu c'est vraiment mon goal, dites-moi les filles en commentaire ou les garçons d'ailleurs, mais ce mec c'est quelqu'un, c'est le plus daron, le plus la tête sur les épaules. Je trouve qu'il a un rôle très important dans la vie des personnages, de Nana, de Ren et même de tous les autres. Heureusement qu'il est là un petit peu pour garder la tête froide, la tête sur les épaules, parce que entre tous, c'est le bordel. Il fallait un personnage comme lui, je pense. Et je suis pour autant très heureuse qu'il ait trouvé mieux. C'est un personnage qui est très touchant. Cette jeune fille là avec ses longs cheveux qui laisse aussi beaucoup la place aux autres. D'être qui ils sont, d'exprimer ce qu'ils sont. Elle s'efface au bon moment, elle ne parle pas pour ne rien dire. Je trouve que cette fille elle est très juste, elle va très bien avec Yazu. Je suis très contente que eux finissent ensemble, je les trouve très beaux. Pour vous donner des éléments plus explicites, quand je dis qu'on peut deviner tous plus ou moins la fin, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est la mort de Ren qui a fait que Nana s'est retirée, qu'elle a disparu entre guillemets. Pour la fin je conclus que les autres continuent de se voir avec Nana Komatsu notamment, entretiennent toujours leur lien en cherchant activement Nana, notamment Hachi qui la cherche de manière presque vitale. Pour ce qui est maintenant de l'idée entre guillemets de tuer le personnage de Ren, de le faire mourir, ça peut vous étonner mais j'ai beaucoup aimé l'idée. Non pas la mort de Ren, hein. Évidemment je n'aurais jamais souhaité ça, c'était un moment qui était très difficile quand on lit le manga, voir toutes ces émotions de tous les personnages qui sont souvent beaucoup dans l'humour. Il y a toujours des moments un petit peu comiques qui sauvent les moments plus compliqués. Là, les 2 derniers tomes sont pesants et on se sent en fait intégré avec eux et on ressent potentiellement ce qu'ils ressentent. Donc je dis pas qu'avoir tué Ren c'était une bonne chose, mais j'ai trouvé que pour une émotion finale, la perte d'un des personnages principaux, ça ajoute encore du réalisme, ça rappelle que la vie c'est ça. Et honnêtement, si le manga avait eu une fin idéaliste, c'est-à-dire avec les personnages qui vivent tous en harmonie, dans une belle maison, tous ensemble, en élevant les enfants de Nana et Takomi tous ensemble, ça aurait pas du tout correspondu aux propos, je pense, de l'histoire. Et là, on suit finalement ce qu'a voulu faire Yazawa dans Nana pour moi. Donc je trouve que c'est une fin qui était très juste et qu'elle a bien fait d'exploiter. Cet événement final, je trouve qu'il nous ramène à ce que c'est que la vie finalement, au fait que nous ne sommes pas indestructibles, et ça montre aussi que se droguer, ça peut avoir des effets délétères qui peuvent nous conduire jusqu'à la mort. Ça ne vient pas minimiser finalement le fait que les personnages fument énormément. Pour Ren, prendre de la cocaïne, fument des joints.
C'est aussi une façon de donner une morale, je pense, pour Yazawa. Je trouve ça bien, honnêtement. C'est une fin que j'aurais pu envisager si j'avais été à sa place, on va dire. De la même manière, je trouve que c'est très juste l'idée que Nana disparaît en suivant, entre guillemets, les traces de Ren. Et surtout qu'elle disparaisse dans l'anonymat, qu'elle soit entre vraiment la vie et la mort, puisque des quelques bribes qu'on a d'elle, on voit qu'elle est complètement détruite, potentiellement en dépression, qu'elle hésite entre vivre ou mourir, et je n'aurais pas envisagé la suite autrement, puisque pour moi, Nana et Ren, c'est quand même une histoire qui est très forte. Nana, elle a toujours eu ce côté un petit peu suicidaire, et là c'était, je pense, beaucoup trop pour elle de perdre Ren, dans de telles circonstances, en plus en sachant que ça n'allait pas entre eux et que c'était elle particulièrement qui était braquée. Le choc psychologique qu'elle a dû ressentir, le tournant qu'a pris sa vie n'aurait pas pu ne pas laisser de séquelles pour moi, donc cette fin là aussi je la trouve particulièrement adaptée. On voit que sur la fin du manga, et comme à son habitude, cet événement totalement inattendu et dramatique, eh bien il la laisse sans voix, elle l'intériorise énormément, on ne l'entend plus sur les dernières pages du manga. Ainsi, il y a certaines théories, certains fans qui pensent que Nana s'est donné la mort et que quand on espère qu'un jour elles vont se retrouver, si Yazawa décide d'écrire de nouveaux mangas, eh bien ça serait impossible. Alors personnellement c'est pas un avis que je partage, simplement parce que si l'auteur avait voulu nous faire comprendre que Nana était décédée, je pense qu'il n'y aurait pas eu toutes les photos qu'a pris Kurata, je crois, le photographe qui a ensuite déposé les photos chez Nana Komatsu. Donc je pense que ça c'est un élément pour nous faire comprendre qu'en réalité elle n'est pas décédée, qu'elle peut être retrouvée, et étant donné que le manga devait avoir une suite, je pense que l'axe était clairement mis sur ça. Donc ma conclusion c'est que Nana Ozaki à la fin n'est pas décédée, mais vous avez tout à fait le droit de penser le contraire. N'hésitez pas encore une fois à vous exprimer dans les commentaires. Et par-dessus tout, ce que j'ai adoré sur la fin du manga, c'est découvrir l'avenir des enfants de Nana Komatsu, de Hachi. Je sais pas comment vous expliquer, mais le fait qu'elle ait eu des enfants, que ce soit les siens, je trouve que c'est quelque chose de très fort et qui me touche énormément. Et bien qu'on les ait très peu vus, finalement, c'est peut-être les personnages que je préfère dans l'histoire. C'est étrange, mais à chaque fois que je voyais Satsuki, j'étais trop contente. Et ensuite, il y a eu le petit garçon, Ren. Ça, c'est encore un chamboulement, un retournement de situation tellement inattendu. J'ai adoré, vraiment une telle force jusqu'au bout, vraiment Yazawa est très doué. J'ai adoré découvrir l'histoire qu'ont les prénoms des enfants, donc les prénoms qui ont été choisis par Ren pour Satsuki, et Ren donc perpétuer le prénom pour le petit garçon dont Nana était enceinte. Dès le début, elle pense que c'est une fille, l'auteur nous mène complètement en bateau en nous faisant croire que c'est Satsuki, que c'est bien la fille de Takumi puisque physiquement elle lui ressemble, et je pense que c'est pas laissé au hasard. Et on en arrive au nouveau débat. Donc je vous laisse me dire une fois de plus votre avis sur la question. J'ai beaucoup vu passer de gens qui pensent que le petit garçon Ren est le fils de Leila, puisqu'on le voit avec elle pour la première fois, ce qui ne signifie pas à mon sens que c'est son fils, mais en tout cas il était avec elle, et on comprend que Satsuki a un frère. On imagine que peut-être Takumi peut avoir une aventure avec Leila qui aurait donné ce jeune garçon Ren. Je pense que le fait que physiquement le petit Ren ne ressemble pas à Takumi, comme c'est le cas de Satsuki pour le coup, ça veut dire que c'est l'enfant de Nobu. C'est un pressentiment qu'on nourrit dès le début de l'histoire. On pense que c'est fatalement l'enfant de Nobu, puisque ça paraît quand même gros d'être aussi sûr de soi, de s'en convaincre à tout prix comme ça. Donc ça persiste un peu dans notre esprit, ce doute. Le fait de savoir que c'est l'enfant aîné et qu'il ne ressemble pas à Takumi, pour moi c'est l'enfant de Nobuo et Nana. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que le fait qu'il ait les cheveux clairs et que son visage ressemble à Nobu, c'est trop interpréter la situation. Pour moi, quand on est dans une histoire fictive, dans un manga, ce genre de détails, c'est vraiment pour indicer le lecteur sur une piste, et ma piste c'est celle-là. Vous l'aurez compris, globalement je suis plutôt satisfaite de la conclusion de l'histoire, en tout cas celle que l'on a. Cependant je suis quand même déçue de ne pas avoir d'achèvement pour certaines intrigues, comme le couple de Nobuo et Asami. Donc là c'est un petit peu moins important, mais on ne sait pas en fait ce qui s'est passé, on voit juste Nobu dans le futur seul, et donc on imagine qu'il n'est plus avec elle. Honnêtement ça ne m'étonne pas et ça ne me déçoit pas non plus, j'étais pas particulièrement attachée à ce couple et je ne croyais pas forcément non plus en ce couple pour la vie en tout cas. Même on ignore ce que deviendra le personnage de Misato, qui est quand même plutôt présente dans le manga et de plus en plus au fil des tomes. Elle était en plus immensément fan de Nana, elle en savait toujours plus que les autres sur elle, et donc je pense que ce personnage étant absent,
Ça peut aussi vouloir dire quelque chose. En tout cas, j'aurais bien aimé savoir simplement ce qu'elle devenait, si elle côtoyait toujours Nana ou si elle avait fait sa vie totalement ailleurs. Ça aurait pu être intéressant. Également, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une discussion entre Nana et Junko dans laquelle Junko lui dit tu devrais quitter ton mari, tu as suffisamment de raisons, il y a un moment donné où il faut se tailler quoi. Et Nana elle lui dit qu'elle ne compte pas le faire. Et le fait que Junko lui dise mais tu as plein de raisons de le faire, ça m'a intriguée énormément. J'avais envie de savoir en fait quelles étaient ses raisons, bien que nous en tant que lecteurs on a vu toutes les infidélités qu'il lui a faites, en sachant également, vous me direz qu'il a été honnête avec elle, hein, il lui a dit qu'il n'était pas forcément fidèle, donc elle doit s'en douter. Mais j'imagine que durant toutes ces années il a dû se passer des choses qui ont dû éclater au grand jour. Et j'aurais aimé en savoir davantage à ce sujet. De même, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ça. J'ai l'impression que Nana et Takumi ne sont plus vraiment ensemble, ou du moins ils sont ensemble mais ne vivent plus ensemble sur la fin, parce que Nana Komatsu attend le retour de Nana Ozaki, tandis que Takumi travaille énormément, ce que je ne comprends pas puisque de ce qu'on voit, le groupe Trap Nest et Blast n'existe plus. Quel est ce travail? Bon, je comprends pas vraiment tout, pourquoi les enfants sont séparés, Ren et Satsuki. C'est pour ça que je vous dis, je suis un petit peu frustrée sur certaines intrigues qui sont pour moi de l'ordre du détail, hein. Vraiment je veux pas chipoter. En 1 ou 2 tomes de plus on pourra avoir une fin très clean je pense. J'ai à présent terminé de vous parler du manga, de tous les tomes de Nana, et j'aimerais faire un petit retour sur les 2 films que j'ai regardés très rapidement puisque cette vidéo va être déjà suffisamment longue je pense. Donc on a 2 films adaptés du manga, un qui est sorti en 2005 et le 2 qui est sorti en 2006. Le premier film adapte les 5 et demi premiers tomes de Nana, donc on est vraiment sur l'amorçage de l'histoire. Et les acteurs, je suis assez mitigée, ça m'a vraiment freinée quand j'ai regardé le film. Je pense que comme tous les adeptes de manga, le fait qu'il y ait des acteurs et que les décors soient en réalité, il y a un côté intriguant et quand même assez incroyable d'avoir un salon avec les objets parfaitement posés comme dans Nana, mais avoir des êtres humains qui incarnent des personnages fictifs, pour moi c'est toujours une énorme barrière. J'ai vraiment voulu voir le film pour avoir l'univers Nana dans son entièreté et pouvoir vous en parler également, mais j'étais convaincue et effectivement c'est ce qui s'est passé, que j'allais être réfractaire au film. Cependant je le trouve pas forcément mal fait, certes il est un petit peu vieux, mais par exemple le choix des acteurs pour le film 2 je le trouve beaucoup plus pertinent. Donc effectivement l'actrice qui fait Nana Ozaki je la trouve plutôt bonne, vraiment je pense qu'ils auraient difficilement pu trouver mieux. L'acteur qui jouait Ren dans le film 1 je n'aimais pas du tout. L'acteur qui joue Yase j'aime pas, je trouve qu'il fait beaucoup plus vieux. Le pire du pire c'est l'acteur qui joue Nobu, c'est la méga catastrophe. L'actrice qui joue Nana Komatsu, oh, dans le 1 tout ça, je la trouve niaise au possible. Avec ce sourire là d'abruti tout le temps collé au visage. Oh je peux pas je vous jure. Donc ouais ça m'a vraiment freinée. Junko je trouve qu'elle ressemblait pas du tout. Shin ils l'ont absolument pas respecté. C'est censé être quelqu'un de fin, de petit, avec les traits du visage également fins. Donc vraiment le film 1 au niveau du casting des personnages, hormis Nana Ozaki, je trouve que ça n'allait pas du tout. Et donc j'étais très contente de voir qu'ils avaient changé le casting pour le film 2, à l'inverse de la plupart du public, j'ai l'impression, puisque j'ai vraiment vu que ce changement de casting ça avait perturbé les fans et qu'ils avaient préféré dans la globalité le casting 1, ce que je comprends pas du tout. Nana Komatsu dans le film Nana 2, je trouve qu'elle correspond beaucoup plus au personnage. Elle a un peu moins cet aspect très niaise. Pour ce qui est de Shin, l'acteur lui correspond beaucoup plus, il est plus jeune, il est plus menu, je le voyais vraiment davantage comme ça. Ren c'est pareil. Je vous invite quand même à regarder les films, ça peut être intéressant, à vous faire votre propre avis, hein, votre avis qui ne serait pas forcément ceux des autres. De manière générale, comme je vous le disais, je trouve que c'est quand même très difficile de passer d'un manga à un film, donc à une adaptation avec des personnes réelles qui ont tout un tas de défauts qu'on n'aurait pas forcément en dessin. Donc pour être tout à fait honnête, les films je les ai pas vraiment aimés, j'ai préféré le 2 au 1 par rapport au casting des acteurs, vous l'aurez compris. Et je dis un rapide mot sur l'animé que je conseille énormément, j'ai adoré l'animé, j'aurais vraiment apprécié qu'ils adaptent tous les mangas jusqu'au bout, puisque quand même l'animé s'arrête précocement je trouve. Et je conclus la vidéo en martelant que Nana c'est un chef-d'œuvre, c'est un manga qui saura toujours me toucher, qui sera toujours en moi.
qui maintenant a sa place à part entière dans ma chambre. Qui que vous soyez, n'hésitez pas à vous procurer Nana, quoi que vous aimiez, puisque ce n'est pas un shoujo classique, on est sur une histoire de qualité bien supérieure, je pense que vous l'aurez compris. Une part psychologique très importante dans ce manga. J'attends avec grande impatience vos commentaires, vos retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous ai personnellement délivré tout ce que j'avais en tête, toutes mes pensées, tous mes ressentis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie mille fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère profondément qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye tout le monde.